Bienvenue sur Histoire. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, une nouvelle histoire, une nouvelle nouvelle, celle du matelot d'Amsterdam, écrite par Guillaume Apollinaire. Je commence. Le brick hollandais, l'Alkmaar, revenait de Java, chargé d'épices et d'autres matières précieuses. Il fit escale à Southampton et les matelots eurent permission de descendre à terre. L'un d'eux, Hendrik Versteeg, emportait un singe sur l'épaule droite, un perroquet sur l'épaule gauche, et en bandoulière un ballot de tissu indien, qu'il avait l'intention de vendre dans la ville, ainsi que ses animaux. On était au commencement du printemps, et la nuit tombait encore de bonne heure. Hendrik Versteeg marchait d'un bon pas dans les rues, un peu brumeuses que la lumière du gaz n'éclairait qu'à peine. Le matelot pensait à son prochain retour à Amsterdam, à sa mère qu'il n'avait pas vue depuis 3 ans, à sa fiancée qu'il attendait à Monnickendam. Il supputait l'argent qu'il retirerait de ses animaux et de ses étoffes, et il cherchait la boutique où il pourrait vendre ses marchandises exotiques. Dans Above Bar Street, un monsieur très correctement, habillé, très correctement mis, l'aborda en lui demandant s'il cherchait un acheteur pour son perroquet. Cet oiseau, dit-il, ferait bien mon affaire. J'ai besoin de quelqu'un qui me parle sans que j'aie à lui répondre. Et je vis tout seul. Comme la plupart des matelots, hollandais, Hendrik Versteeg parlait anglais. Il fit son prix, qui convint un inconnu. Suivez-moi, dit ce dernier. J'habite assez loin. Vous mettrez vous-même le perroquet dans une cage que j'ai chez moi. Vous déballerez vos étoffes et peut-être en trouverai-je un à mon goût. Tout heureux de l'aubaine, Hendrik Versteeg s'en alla avec le gentleman, auquel, dans l'espoir de lui vendre aussi, il fit en route l'éloge de son singe, qui était, disait-il, d'une race fort rare, une de celles dont les individus résistent le mieux au climat de l'Angleterre, et qui s'attachent le plus à leur maître. Mais bientôt, Hendrik Versteeg cessa de parler. Il dépensait ses paroles en pure perte, car l'inconnu ne lui répondait pas, et ne semblait même point l'écouter. Ils continuèrent leur route en silence, l'un à côté de l'autre, seuls regrettant leur forêt natale, aux tropiques. Le singe, effrayé dans la brume, poussait parfois un petit cri, semblable au vagissement d'un enfant nouveau-né. Le perroquet battait des ailes. Au bout d'une heure de marche, l'inconnu dit brusquement: Nous approchons de chez moi. Ils étaient sortis de la ville. La route était bordée de grands parcs, clos de grilles. De temps en temps, brillaient à travers les arbres les fenêtres éclairées d'un cottage, et l'on entendait à intervalles, dans le lointain, le cri sinistre d'une sirène en mer. L'inconnu s'arrêta devant une grille et tira de sa poche un trousseau de clés et ouvrit la porte qu'il referma après que Hendrik l'eut franchi. Le matelot était emprisonné. Le matelot était impressionné, pardon. Il distinguait à peine dans le fond d'un jardin une petite villa d'assez bonne apparence, mais dont les persiennes fermées ne laissaient passer aucune lumière. L'inconnu, silencieux, la maison sans vide, tout cela était assez lugubre. Mais Hendrik se souvint que l'inconnu habitait seul. C'est un original, pensa-t-il. Et comme un matelot hollandais n'est pas assez riche pour que l'on attire dans le but de le dévaliser, il eut honte de son moment d'anxiété. Si vous avez des allumettes, éclairez-moi, dit l'inconnu, en introduisant une clé dans la serrure qui fermait la porte du cottage. Le matelot obéit, et dès qu'ils furent à l'intérieur de la maison, l'inconnu apporta une lampe qui éclaira bientôt un salon meublé avec goût. Hendrik Versteeg était complètement rassuré. Il nourrissait déjà l'espoir que son bizarre compagnon lui achèterait une bonne partie de ses étoffes. L'inconnu, qui était sorti du salon, revint avec une cage. Mettez-y votre perroquet, dit-il. Je ne le placerai sur un perchoir que lorsqu'il sera apprivoisé et saura dire ce que je veux qu'il dise. Puis, après avoir fermé la cage où l'oiseau s'effarait, il pria le matelot de prendre la lampe et de passer dans la pièce voisine, où se trouvait, disait-il, une table commode pour y étaler des étoffes. Hendrik Versteeg obéit
et alla dans la chambre qui lui était indiquée. Aussitôt il entendit la porte se refermer derrière lui, la clé tourna. Il était prisonnier. Interdit, il posa la lampe. Il posa la lampe sur la table et voulut se ruer contre la porte pour l'enfoncer. Mais une voix l'arrêta. Un pas, et vous êtes mort, matelot. Levant la tête, Hendrik vit par une lucarne qu'il n'avait pas encore aperçu le canon d'un revolver braqué sur lui. Terrifié, il s'arrêta. Il n'y avait pas à lutter. Son couteau ne pouvait lui servir dans la circonstance. Un revolver eût même été inutile. L'inconnu, qui le tenait à sa merci, s'abritait derrière le mur, à côté de la lucarne, d'où il surveillait le matelot, et où passait seule la main qui braquait le revolver. Écoutez-moi bien, dit l'inconnu, et obéissez. Le service forcé que vous allez me rendre sera récompensé. Mais vous n'avez pas le choix. Il faut m'obéir sans hésiter. Sinon je vous tuerai, comme un chien. Ouvrez le tiroir de la table. Il y a là un revolver, à 6 coups, chargé de 5 balles. Prenez-le. Le matelot hollandais obéissait, presque inconsciemment. Le singe, sur son épaule, poussait des cris de terreur et tremblait. L'inconnu continua. Il y a un rideau au fond de la chambre. Tirez-le. Le rideau tiré, Hendrik vit une alcôve dans laquelle, sur un lit, pieds et mains liés, bâillonnée, une femme le regardait avec des yeux pleins de désespoir. Détachez les liens de cette femme, dit l'inconnu, et ôtez-lui aussi son bâillon. Lors d'exécuter, la femme, toute jeune et d'une beauté admirable, se jeta à genoux du côté de la lucarne en s'écriant « Harry, c'est un guet-apens infâme. Vous m'avez attiré dans cette villa pour m'y assassiner. Vous prétendiez l'avoir loué afin que nous y passions les premiers temps de notre réconciliation. Je croyais vous avoir convaincu. Je pensais que vous étiez finalement certain que je n'ai jamais été coupable. Harry, je suis innocente. » « Je ne vous crois pas, dit sèchement l'inconnu. Harry, je suis innocente, répéta la jeune femme d'une voix étranglée. Ce sont vos dernières paroles? Je les enregistre avec soin. On me les répétera toute ma vie. La voix de l'inconnu trembla un peu, mais redevint tout aussi ferme. Car je vous aime encore, ajouta-t-il. Si je vous aimais moins, je vous tuerais moi-même. Mais cela m'est impossible. Cela me serait impossible, car je vous aime. Maintenant, matelot, si avant que je n'ai compté jusqu'à 10, vous n'avez pas logé une balle dans la tête de cette femme, vous tomberez mort à ses pieds. 1, 2, 3. Et avant que l'inconnu eût le temps de compter jusqu'à 4, Hendrik, affolé, tira sur la femme qui, toujours à genoux, le regardait fixement, et tomba la face contre le sol. La balle avait frappé au front. Aussitôt, un coup de feu parti de la lucarne vint frapper le matelot à la tempe droite. Il s'affaissa contre la table, tandis que le singe, poussant des cris aigus d'épouvante, se cachait dans sa vareuse. Le lendemain, des passants, ayant entendu des cris étranges venus d'un cottage de la banlieue de Southampton, avertirent la police, qui arriva bientôt pour enfoncer les portes. On trouva les cadavres de la jeune dame et du matelot. Le singe, sorti brusquement de la vareuse de son maître, sauta au nez de l'un des policiers. Il les effraya, tous, à tel point qu'ayant fait quelques pas en arrière, ils abattirent à coups de revolver avant d'oser approcher de nouveau. La justice informa. Il parut clair que le matelot avait tué la dame et s'était suicidé ensuite. Néanmoins, les circonstances du drame paraissaient mystérieuses. Les 2 cadavres furent identifiés sans peine et l'on se demanda comment Lady Fingal, femme d'un pair d'Angleterre, s'était trouvée seule dans une maison de campagne isolée avec un matelot, arrivé la veille à Southampton. Le propriétaire de la villa ne put donner aucun renseignement propre à éclairer la justice. Le cottage avait été loué 8 jours avant le drame à un soi-disant Collins de Manchester, qui d'ailleurs demeura introuvable. Ce Collins porterait
des lunettes, il avait une longue barbe rousse qui pouvait fort bien être fausse. Le lord arriva de Londres en toute hâte, il adorait sa femme, et sa douleur faisait peine à voir. Comme tout le monde, il ne comprenait rien à cette affaire. Depuis ces événements, il s'est retiré du monde. Il vit dans sa maison de Kensington, sans doute, sans autre compagnie qu'un domestique muet et un perroquet qui répète sans cesse. Harry, je suis innocente. Voilà, c'est la fin de l'histoire, la fin de cette nouvelle, donc le matelot d'Amsterdam, écrite par Guillaume Apollinaire. J'espère que vous avez apprécié la lecture, j'espère que vous avez apprécié cette histoire assez lugubre, assez étrange. Vous pouvez laisser en commentaire vos impressions, vos idées, peut-être même les autres histoires, nouvelles que vous souhaitez que je lise. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié cette histoire. Et vous pouvez retrouver sur du coup ma chaîne d'autres histoires voilà, qu'on lit en général en classe de quatrième, et puis aussi découvrir d'autres sujets abordés pour des sciences économiques et sociales, pour de l'anglais, de l'espagnol, enfin voilà, tout un tas de choses. Merci pour votre écoute encore une fois, et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.